Ceci étant dit, si je devais donner une définition du bien-être animal, ben moi j'aurais beaucoup de mal à le faire pour une raison très simple, c'est que mon métier, c'est la faune sauvage. Le bien-être animal, c'est une notion qu'on va attribuer, à mon sens, en tout cas c'est la définition que j'en fais, c'est une notion qu'on va attribuer à l'animal domestique. Le bien-être, c'est une notion de bien vivre, être bien, être heureux, être content, qui ne peut absolument pas s'appliquer à la faune sauvage. Donc le bien-être animal, si on devait le définir pour un animal domestique, on pourrait dire qu'il faut que l'animal puisse manger et boire à sa faim, être protégé des aléas climatiques, recevoir l'affection, en tout cas à minima, pas de brutalité, et pouvoir avoir un comportement à peu près normal. C'est marrant, ces 4 critères-là, c'est les critères que les zoos mettent en avant pour expliquer que leurs animaux sont bien en captivité. Alors qu'un animal sauvage, à contrario, lui, le bien-être, les câlins, il s'en fout. Les aléas climatiques, bon, sauf quand ils sont en France, mais un lion en Afrique, quand il y a un orage, il est sous l'eau, il s'en fout. Le stress pour un animal sauvage est une garantie de survie. Quand vous êtes une proie, une gazelle, que vous êtes tranquillement en train de paître dans une prairie, si vous n'êtes pas stressé, vous êtes morte. Parce que si vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas à l'affût de savoir s'il y a un prédateur et vous êtes morte. Un prédateur, lui, il est en stress de savoir si un autre prédateur, un autre congénère est rentré sur son territoire. Donc le stress est intrinsèquement lié à la vie de l'animal sauvage. Donc à mon sens, le bien-être animal ne peut pas s'appliquer à l'animal sauvage. Et ceux qui ont véhiculé ce message-là sont beaucoup d'associations qui travaillaient avec des animaux domestiques et qui ont voulu Et qui ont transposer amalgamé, ouais, qui sur ont fait des l'animal amalgames sauvage. aussi. A D'accord. contrario, la maltraitance, mais on n'est pas dans le bien-être, on est dans le bien traité ou le maltraité. La maltraitance sur un animal, qu'il soit domestique ou qu'il soit sauvage, là pour le coup, on sait exactement ce que c'est. Faire mal volontairement, tuer, blesser, ne pas nourrir, enfin voilà, ça c'est des choses qui sont relativement bien déterminées. Il y a quand même dans votre ouvrage des situations, que même vous exposez en 4e de couverture, hein. Des rapaces européens vendus à des zoos par des centres de soins, Mhm. des reptiles torturés pour des besoins d'animalerie sans scrupules, des phoques capturés dans la nature en toute illégalité pour enrichir les aquariums, des Mhm. troupeaux d'éléphants enlevés pour fournir des parcs d'attractions. Alors moi, il y a un truc que j'ai découvert, c'est le blanchiment du trafic de flamants roses. Ouais, Je me suis dit, on dirait presque un camoulox, ce truc-là. Non, mais si c'était pas aussi grave, on pourrait presque en rigoler sur le papier. on Mais pourrait. j'allais dire, et on parlera après de l'euthanasie. Mhm. Parce que ça, c'est aussi un domaine, on en parle beaucoup pour les humains, mais pour les animaux, c'est pareil, hein. Il y a aussi des cas, encore une fois, les animaux, ils étaient là avant nous, hein, dans l'histoire, à l'échelle de l'humanité. Donc, il faut dire que on leur doit beaucoup. Et c'est ici que se dévoile le cœur du projet. Le gouvernement britannique a lancé la BritCard, une identité numérique stockée sur smartphone qui sera obligatoire dès 2029 pour prouver le droit de travailler et d'accéder aux services essentiels. Officiellement, il s'agit de lutter contre le travail illégal et faciliter la vie des citoyens. Mais dans les faits, refuser cette carte signifie devenir invisible, plus de retraite, plus de soins, plus de droits sociaux. L'ancien député Andrew Bridgen l'a résumé avec des mots glaçants. Refuser, c'est devenir un citoyen fantôme. Accepter, c'est renoncer à la liberté de dire non à l'État. Un contrôle total, permanent, pire qu'un bracelet électronique. Et nous parlons ici du Royaume-Uni, la nation de l'habeas corpus, où l'État n'avait jamais eu le droit de ficher et d'assigner ses citoyens, comme en Europe continentale. Alors, je vous le demande, est-ce encore une démocratie ou déjà une prison numérique en construction ? Comme si cela ne suffisait pas, le NHS, le système de santé britannique, lance un projet de séquençage de l'ADN de chaque nouveau-né. Officiellement, il s'agit de médecine préventive, mais beaucoup craignent qu'à terme, cet ADN ne soit relié à la BritCard, créant un système où chaque citoyen sera fiché et traçable dès la naissance. Pour l'instant, ce lien n'est pas confirmé, mais le simple fait que cette possibilité existe alimente les inquiétudes. Big Brother Watch a déjà recueilli plus de 110 000 signatures pour dénoncer un projet de surveillance de masse. Alors je vous pose la question, est-ce encore la santé publique ou bien le premier pas vers un contrôle total, génétique, biologique, numérique, intégré? Sommes-nous en train de glisser vers un monde où chaque enfant naît, non pas libre, mais déjà inscrit dans une base de données centrale?
Et ne croyez pas que ce soit une exception britannique. La Suisse a déjà adopté sa loi sur l'e-ID avec une courte majorité de 50,4% des voix et des soupçons de manipulation politique liés à Swisscom. En France, en Allemagne, en Italie, partout en Europe, les mêmes projets surgissent. Identité numérique, fichiers biométriques, caméras à reconnaissance faciale, monnaie numérique de banque centrale. L'euro numérique, qui semble une innovation anodine, permettra demain de tracer chaque transaction. La reconnaissance faciale, vendue comme un outil de sécurité, transformera chaque rue en zone de surveillance permanente. Et petit à petit, les peuples d'Europe deviennent des codes-barres ambulants, des QR codes vivants, réduits à des données dans une base centrale. Je vais vous montrer, c'est à peu près 1 minute de vidéo. Vous allez voir, c'est édifiant. Attali dit tout. Attali dit tout. Je crois que cette vidéo a à peu près 5-6 ans. Il dit tout ce que ces gens veulent faire. Et je peux vous dire une chose, c'est triste. C'est pire que triste. Nous devons le combattre. Et donc, du coup, on va analyser ce qu'il raconte. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Vous avez vu ce qu'il dit? Jacques Attali parle de ces fameuses 3 catégories. En gros, une élite cosmopolite de 150 millions d'habitants qui sera déracinée, qui n'aura donc pas de culture, parce que il le dit lui-même, le déracinement est une liberté et l'enracinement est une souffrance. En gros, il dit que l'enracinement, c'est-à-dire avoir une culture propre, est une souffrance. C'est du macronisme, hein. C'est du pur macronisme. Et c'est pour ça que je le dis souvent, Macron ne sera jamais lâché par ces gens parce qu'il met en place l'agenda. Et l'agenda est celui-ci. Et je ne commente pas, je n'ai pas traduit ce qu'il a dit, je vous ai montré quelque chose de brut, c'est factuel. Voilà, vous avez bien compris les mots qu'il a utilisés. Voilà, Jacques Attali parle de ce futur monde. Nous sommes à peu près 8 milliards d'êtres humains. Et sur 8 milliards, 150 millions seront privilégiés. C'est même pas 10%. Ce n'est même pas 10%. C'est 2-3%. C'est déjà le cas en France. Boire cette eau, c'est s'exposer à un gros risque, surtout qu'à l'heure actuelle, on boit quasiment tous une eau qui est très, très, très saine, enfin très, très saine. En tout cas, qui est débarrassée des virus et des bactéries. Si on rentre sur la pollution de l'eau, on est parti pour 1 heure, mais où il y a assez peu de virus et de bactéries, normalement. Et du coup, si on boit une eau qui est sale, 2 jours après, on finit à l'hôpital. Et s'il y a plus d'eau, comment dire? Il y a assez peu de chances que la catastrophe soit uniquement localisée sur l'eau. Donc, généralement, c'est une catastrophe de plus grande envergure qui a comme secondaire le fait qu'on n'a pas d'eau. Donc, ça peut être par exemple un blackout, une coupure d'électricité où les pompes des stations ne fonctionnent plus. Donc, en fait, il n'y a plus de prélèvement sur les nappes phréatiques, il n'y a plus de traitement et du coup, il y a l'eau qui s'arrête. Mais l'eau, c'est vraiment une action secondaire. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'électricité, les hôpitaux fonctionnent de manière très parcellaire, il y a un chaos un peu généralisé, et c'est pas à ce moment-là qu'on a envie d'avoir une gastro. Donc il faut la filtrer. Il y a
Je peux te proposer trois techniques rapides. La première, c'est de la bouillir. Donc, quand on fait bouillir de l'eau, on enlève tout ce qui est bactéries, virus, mais on n'enlève pas du tout les autres contaminants, type contaminants chimiques. Donc, bouillir l'eau, c'est une première étape. Je n'en ai pas parlé avant, évidemment, il faut la filtrer. Donc, on prend, par exemple, 2 couches de t-shirt et on fait passer une eau sale là-dedans. Et ça permet d'enlever tout ce qui est un peu boue, résidus, gros débris. Donc, on va enlever déjà une partie. Ensuite, on fait bouillir l'eau et on débarrasse des virus et bactéries. La deuxième option, c'est une gourde, comme celle que j'ai ici. Donc, c'est une gourde filtrante. L'avantage, c'est qu'on la remplit. Il y a un filtre ici et on boit comme si c'était une gourde normale. Et ensuite, l'autre Et ça solution. permet, excusez-moi, ça permet cette gourde de filtrer de l'eau d'une rivière et de pouvoir la boire et de la rendre potable. Oui, aucun souci. Un simple filtre comme ça. Oui, par contre, c'est mieux de pré-filtrer avant pour enlever tout ce qui est un petit peu boue, pour faire simple. Parce qu'en fait, la boue va venir coller le filtre et du coup, ça va très très rapidement perdre en efficacité. Mais oui, une gourde comme ça fonctionne très très bien. Après, il y a plein de modèles différents, il y a plein de marques différentes. Je pense pas qu'on est là pour faire la promotion Non. d'une marque en particulier, mais ça fonctionne très bien. Et après, moi, c'est par exemple une gourde que j'ai sur moi en permanence. Parce que voilà, au lieu d'avoir un thermos, j'ai ma gourde filtrante. Et puis ensuite, on a des gros filtres. Alors, c'est des filtres à gravité. Ça ressemble à des grosses cuves en inox comme ça qu'on peut avoir dans les cuisines. Moi, j'en ai chez moi, par exemple. Et ça permet de filtrer encore plus efficacement. Sauf que c'est un peu moins c'est pas transportable. C'est pas moins transportable, ça l'est pas du tout. Donc voilà, un petit peu trois solutions en fonction de votre niveau de préparation et puis de vos moyens. Donc, par exemple, ces filtres que vous avez dans votre cuisine, on peut s'équiper chez soi déjà. Ça fait même une filtration par rapport à l'eau potable aujourd'hui. On peut aussi améliorer l'eau potable potentiellement avec ces filtres et dépolluer encore certains éléments chimiques grâce à ces filtres. Complètement. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande, c'est que l'eau du robinet à l'heure actuelle, la situation n'est pas la même partout, en Europe. Il y a des endroits plus sains, d'autres un peu moins sains, mais clairement, la qualité de l'eau est, à mon sens, catastrophique. Tout ce qui est virus, bactéries, c'est quand même relativement bien enlevé dans les réseaux. Par contre, des résidus chimiques, des pesticides, des herbicides, beaucoup de résidus de l'agriculture, ça arrive dans l'eau du robinet. C'est des choses qui ne sont pas retirées quand l'eau arrive dans notre robinet. Et pour moi, à mon sens, c'est primordial de la retirer avant de la boire. J'ai 3 enfants en bas âge. Avec un filtre à gravité, au moins je sais qu'ils boivent une eau qui est pure, qui est réellement pure. Sur l'Union européenne, pareil, on va donner 6 milliards de plus cette année en termes de contribution à l'Union européenne. Et on nous dit, oui, vous comprenez, il y a Erasmus, il n'y a plus de douane aux frontières et puis ça a sauvé nos agriculteurs. Mais manifestement, ça les va bien sauver. Parce que vu qu'on est quand même très largement créditaire, on n'aurait pas dû filer ce pognon et plutôt le vendre qu'il est avec des aides aux entreprises, avec des entreprises, que je parle TPE, PME, bien entendu, entreprises françaises qui restent sur le sol français, les agriculteurs également, et faire du protectionnisme. Enfin, c'est des sujets qui sont larges. Mais aussi, on a ouvert la France aux 4 vents de la mondialisation. On est en concurrence avec tout le monde, on est les pires parce qu'on est on est à 4 pas devant tout le monde, parce que c'est le cas de le dire, je suis désolé. C'est ça, hein, Et après, tu vas dire aux Français que on a une dette, que l'économie est effondrée, qu'il va falloir plus d'efforts, alors que c'est ces gens-là qui nous ont trahis en 2008 avec le traité de Lisbonne, qui nous ont poussé dans la mondialisation sans qu'on ait jamais donné notre accord, et qui viennent nous dire à nous, 10 ans après, ou même plus 15 ans après, qu'il va falloir remettre au pot, parce que tout ce qu'ils ont fait, ils ont vidé la caisse, cramé la caisse, qu'ils ont mis le pays vraiment à feu et à sang économique, hein. C'est évident. Et qu'on soit Frexit Non. ou pas, ça c'est un autre sujet, mais entre guillemets, la France, le plus gros pays, s'il n'y a plus la France dans l'Europe, c'est terminé en fait. Et on a trois leviers. On a 3 leviers qu'on peut activer pour forcer tout ce qu'on veut. C'est le premier, comme tu as dit, la contribution nette. On est le deuxième, je crois, après l'Allemagne. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Tu as tout l'aspect des centrales de l'énergie du nucléaire et la dissuasion nucléaire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Comme tu disais, on finit, on est trop servile. On sert tout. En fait, en permanence, on sert tout le monde, quoi. Même notre industrie militaire, on avait vu avec Dassault qui s'opposait à ce que faisait l'Allemagne. Je crois au SCAF. En arrière. J'ai vu ça récemment, j'ai pas vérifié, mais apparemment, il a dit non, faut quand même faire le SCAF, machin, avec les Allemands. C'était le scandale du SCAF, Voilà. En fait, on a un président aujourd'hui qui vend les fleurons français, qui vend en fait l'image, toute la puissance française contre de l'influence. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Pour que lui, il ait son influence, mais il vend le reste. Et notre héritage qui reste depuis le général de Gaulle et même l'histoire de France, on est en train de le perdre pour quelqu'un justement par son ego. Donc encore une fois, que ça soit l'Europe, que ça soit sur le reste, sinon, si on n'a pas des dirigeants politiques qui n'ont aucune volonté, on n'y arrivera pas. Si tu as quelqu'un qui est aux manettes, qui commence à utiliser le levier en disant à l'Europe, oula, attention, ce que tu es en train de faire, parce que pareil, il y a eu la guerre en Ukraine et la Russie, normalement, c'était la crise de l'énergie, on devrait être les rois du pétrole aujourd'hui. Les caisses devraient exploser en fait. Ça a été l'inverse.